Ici, chez nous, à partir de midi, c'est bonsoir. Et merci à l'Université Michigan de m'avoir invité pour prendre part à cet atelier où l'on discute de l'histoire d'Haïti et de la transmigration. On m'a demandé de parler de la situation d'Haïti après le tremblement de terre, sur le plan politique, économique et social, le travail que l'organisation que je dirige et fait actuellement en Haïti, et aussi les perspectives que je vois. Et comme organisation qui travaille avec les migrants et aussi, puisque nous sommes dans un panel qui traite aussi de la transmigration, je vais m'attarder un peu aussi sur le rôle que je vois que les communautés haïtiennes de la diaspora pourraient jouer dans le contexte actuel. Bon. Alors, pour ceux-là qui ne connaissent pas Haïti, voici la carte géographique d'Haïti. Donc, le tremblement de terre a eu lieu à Port-au-Prince, Léogane et Jacmel et Petit-Goâve. Ce sont... Alors, je n'ai pas de quelque chose pour vous montrer, mais vous voyez déjà Port-au-Prince, vous avez une idée où est-ce que ça s'est produit. Ici, c'est une carte qui montre l'île d'Haïti. Donc, Haïti partage l'île avec la République dominicaine. Jusqu'à présent, on ne s'entend pas sur le nom de l'île. Les Dominicains l'appellent Hispaniola. Nous autres, nous l'appelons encore Haïti, qui est l'ancien nom qui avait été donné, l'ancien nom des Indiens, mais que nous avions repris après l'indépendance. De toute façon, c'est une île sur laquelle on retrouve plusieurs failles. Donc, ça veut dire que Haïti, aussi la République dominicaine, sont deux pays qui sont sujets à des tremblements de terre. Pendant longtemps, on avait oublié cela, mais on a connu déjà plusieurs tremblements de terre très meurtriers dans l'histoire d'Haïti et de la République dominicaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 12 janvier? Je suppose que tout le monde ici a plus ou moins une idée. Donc, c'est une grande tragédie. En 39 secondes, excusez-moi. Donc, beaucoup de vies humaines sont parties. Et Port-au-Prince, la capitale, est détruite en grande partie. Léogane à 90-95%. La ville de Jacmel à 25%. Petit-Goâve à 50%. Étant donné la grande concentration en termes de population et de pouvoir de décision et de service au niveau de Port-au-Prince, la capitale, donc le tremblement de terre a affecté l'ensemble du pays. Pour l'instant, jusqu'au moment du tremblement de terre, c'est plus d'un tiers de la population qui vivait dans la capitale. Alors, on parle de plus de 300 000 morts. Autant de disparus. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup de gens qui sont restés prisonniers et sous les décombres on n'a même pas encore pu enlever les cadavres. On a des milliers de blessés et aussi beaucoup d'amputés. On parle de 4 à 5 000 amputations. Il y a eu aussi beaucoup de critiques par rapport à certaines amputations. De toute façon, la population de personnes vivant avec un handicap a sérieusement augmenté dans le pays. Un des secteurs les plus touchés, c'est le secteur du logement. Donc, beaucoup de maisons sont détruites ou endommagées, qui sont rendues inutilisables et doivent être détruites même si elles tiennent encore debout. Donc là, vous avez une image d'un quartier populaire du côté de Canapé Vert. Quand on va vers Pétionville, ça vous donne une idée de l'état de la situation. Donc, du jour au lendemain, le pays qui souffrait déjà d'un grand déficit en termes de logement,
Et maintenant, s'est retrouvé avec une population, une bonne partie de la population, presque environ 2 millions de personnes maintenant, on parle à Port-au-Prince, qui se trouvent dans la rue, qui n'ont pas d'endroit pour se loger. Donc là, vous avez une idée, une vue de la capitale. Si vous arrivez maintenant à Port-au-Prince, vous avez des tentes un peu partout, parfois qui sont faites avec des morceaux de tissu, d'autres fois avec des morceaux de plastique ou bien des tentes qui sont préparées, bien préparées, qui ont été achetées ou qui ont été données en cadeau. Donc, on a connu tout de suite après le tremblement de terre un grand retour vers les villes de province, vers les régions, vers les sections communales du pays. Là, ça, c'est un bateau qui, c'était le troisième jour après le tremblement de terre. C'est des gens qui essayaient de se rendre du côté de Jérémie, dans le sud-ouest. Et la Grand'Anse, ce qu'on appelle généralement la Grand'Anse, puisque à ce moment, c'était très difficile de trouver un transport public. Beaucoup de voies étaient encore très obstruées, donc les gens essayaient de voyager par mer et tout le monde voulait se mettre sur ce bateau-là. Donc, ça vous donne une idée. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fui la capitale pour se rendre dans les villes de province. Par la suite, le gouvernement avait mis quelques bus à leur disposition, ce qui a permis d'évacuer un certain nombre de personnes. Malheureusement, étant donné que toute l'aide s'est concentrée à Port-au-Prince, il n'y a eu aucun appui aux familles d'accueil, aux zones d'accueil dans les villes de province. Une bonne partie de ces gens sont retournés à Port-au-Prince. Le tremblement de terre, alors il y a quelqu'un qui m'a dit c'est aussi géopolitique, parce que beaucoup de symboles du pouvoir aussi sont partis, sont tombés avec ce tremblement de terre. Le palais national ici, c'est l'image du palais national. Vous voyez qu'il y a encore le drapeau national qui flotte. Mais aussi le Parlement a été détruit, plusieurs ministères, et la Direction générale des impôts, et le pays a perdu beaucoup de cadres. Il y a plusieurs universités qui ont été détruites avec à l'intérieur beaucoup d'étudiants et de professeurs. J'ai en tête une université, l'université de Port-au-Prince, qui se trouve tout près de mon bureau, dans la zone de Crissois, à côté du rectorat de l'université, où ont péri environ 500 étudiants. À l'école des infirmières, on parle de 200 ou de 300 morts. Il y a ici Carl qui travaille avec des étudiants qui pourra vous en parler davantage. En tout cas, le secteur de l'éducation, que ce soit au niveau de l'université ou bien des écoles primaires, secondaires, c'est l'un des secteurs les plus touchés, les plus affectés par le tremblement de terre. C'est-à-dire aussi qu'en termes de ressources humaines pour la reconstruction, le pays a perdu beaucoup de ses moyens. Alors, bien sûr, une telle tragédie a de graves conséquences sur le plan, à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel, sur le plan politique aussi. Et tout le monde sait que Haïti vivait déjà dans une situation extrêmement difficile. La population n'avait pas accès à beaucoup de services, et que ce soit les services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'eau, etc. Et le logement, voilà maintenant avec ce tremblement de terre, la situation s'est aggravée. Donc sur le plan économique, par exemple, beaucoup de familles ont perdu leurs moyens d'existence. Fonds de commerce, le centre-ville a été complètement ravagé et le centre-ville, c'est un lieu d'activité économique très important. Et les femmes sont particulièrement affectées parce que
dans le pays, nous avons un taux de chômage assez élevé. Avant le tremblement de terre, on parlait de 70% de chômage. Donc, les familles vivaient surtout grâce au travail dans le commerce, surtout des femmes qui font du commerce informel. Et beaucoup d'entre elles ont perdu leur fonds de commerce ou bien leur stock. Ou bien les gens qui avaient leurs petites entreprises les ont perdus. Et les endroits qui employaient quand même un groupe assez important de personnes, beaucoup d'entreprises aussi ont été détruites. Ensuite, sur le plan politique, donc l'État était déjà un État extrêmement faible, donc on a vécu, et jusqu'à présent on le vit encore, un dysfonctionnement presque total de l'appareil de l'État, que ce soit pour le gouvernement, le Parlement et même le système judiciaire. Le gouvernement a mis beaucoup de temps même pour se réunir. On n'a pas eu, comme on le souhaitait, et cela a été mentionné hier, vraiment de directives de la part et des dirigeants, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, tout de suite après le tremblement de terre pour savoir ce qu'on devrait faire. On n'a jamais jusqu'ici mobilisé la population pour quoi que ce soit. Donc, il y a aussi un manque de leadership des dirigeants de l'État qui est patent. Donc, ils préfèrent se plaindre et dire que, bon, c'est la communauté internationale ou les organisations internationales qui font tout. Mais moi, je dis, c'est parce que les dirigeants n'assument aucun leadership, aucune responsabilité. Donc, étant donné ce vide et cette faiblesse, donc, on a effectivement une communauté internationale et des organisations qui ont tendance à remplir tout l'espace et à faire aussi ce qu'elles veulent. N'importe quelle organisation arrive, on décide de travailler où l'on veut, on commence à faire ce qu'on veut, etc. Donc, bref, il y a eu un gros problème de coordination. Donc, sur le plan social, le tremblement de terre a aggravé, je l'ai déjà mentionné, le problème de logement, d'éducation, de santé, le problème d'alimentation. La charge sociale aussi des femmes a augmenté parce que en Haïti, les femmes supportent en grande partie le poids familial. Et nous avons presque 50% des ménages qui sont monoparentales, c'est-à-dire une femme seule à la tête. Donc maintenant, c'est la femme qui doit non seulement nourrir les enfants, mais aussi s'occuper de leur éducation, des soins aux malades. Et quand maintenant arrive le tremblement de terre avec cette nouvelle situation, problème de logement, problème d'eau et perte des moyens d'existence, donc elle a encore plus de responsabilités. Maintenant, elle a des malades dont elle doit prendre soin et ensuite des enfants dans un espace très réduit que sont les camps, etc. Donc, il y avait déjà une tendance à considérer la migration comme la seule porte de sortie. Cette tendance a augmenté énormément en Haïti. Donc, on a vu tout de suite après le tremblement de terre, beaucoup de gens qui sont partis, ceux qui avaient la possibilité de le faire, qui avaient déjà un visa. Il y en a d'autres qui ont profité de certaines possibilités offertes par des ambassades et des gouvernements comme par exemple le gouvernement américain et Canada qui ont laissé le pays. Donc, il y a plusieurs familles qui sont séparées maintenant. Vous avez une partie de la famille qui vit à Port-au-Prince, une autre partie qui vit en province quelque part, parce que les gens quand même ont essayé de retourner dans leur famille en province pour que les enfants puissent continuer les études. Il y en a d'autres qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Par exemple, il y a une école que je connais qui a ouvert ses portes la semaine dernière. C'est 1/3 des enfants qui sont revenus à l'école. Donc, ça vous donne une idée de la dispersion de la population. Mais même à l'intérieur de Port-au-Prince, maintenant, vous avez des familles qui sont scindées en plusieurs morceaux parce qu'il y a une partie qui dort dans tel camp, il y a une autre qui dort dans tel camp, il y a une autre qui dort chez un voisin, etc. Donc, ça, c'est une des conséquences, c'est la séparation des familles.
Il y a aussi les mouvements de trafic de personnes. On profite de la situation de désespoir de la population et aussi le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents ou qui ne les ont pas encore retrouvés pour maintenant essayer de partir avec eux. Donc, le premier cas de trafic et de traite d'enfants qu'on a eu et se trouve pour l'instant par devant le tribunal avec un groupe de missionnaires américains qui ont essayé de partir sans aucun document avec une trentaine d'enfants haïtiens. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont partis pour les études, qui n'ont pas voulu perdre l'année scolaire et qui sont partis. Mais ce que nous avions vu, c'est que même s'il y a des pays qui ont offert certaines possibilités en matière de migration, ils ont facilité par exemple et activé certains dossiers en cours. Le Canada a offert par exemple ce qu'on appelle le sponsorship, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité économique, vous pouvez sponsoriser une personne ou bien un membre de votre famille. Mais on a vu que la migration irrégulière est très réprimée. Beaucoup de gens qui ont essayé de partir en utilisant ce qu'on appelle les canters, les boat people, ont été par les Marines. On a eu des cas en provenance des îles Turques et Caïcos. On a eu des cas en provenance des Bahamas et aussi de la République dominicaine. Si bien que le rapporteur spécial des Nations Unies sur Haïti, M. Foss, vient de lancer récemment, après sa dernière visite en Haïti, un appel au pays pour considérer aussi ces personnes comme des réfugiés environnementaux, parce qu'on ne les considère pas comme des réfugiés environnementaux. Malgré cette tragédie et ces problèmes que je viens de citer, on a aussi vécu en Haïti un grand moment de solidarité. En provenance de tous les pays du monde entier, des peuples se sont mobilisés pour venir en aide à Haïti, parce que c'est vrai que l'ampleur de la catastrophe, nous n'aurons pas pu et nous ne pourrons pas la surmonter seuls. Et chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait. J'ai reçu hier une lettre, par exemple, d'une femme qui travaille dans une école en France, mais elle me raconte ce qu'elle fait avec ses enfants, les enfants de sa classe, pour, par exemple, les sensibiliser sur Haïti. Les enfants, elle a donné des devoirs à faire, les enfants ont fait des recherches, et puis les enfants apportent quelque chose. Elle a récolté 200 €, mais pour elle, c'était un effort extraordinaire. Et que, à partir de ça, comme elle a pu mobiliser les enfants de sa classe autour d'un problème qui affecte une population dans le monde. Donc, nous pouvons aussi, par exemple, mentionner le cas de la République dominicaine. Je crois que ce qui s'est passé en Haïti a réveillé la conscience des Dominicains que nous sommes sur une île et que ce qui s'est passé en Haïti pourrait bien arriver là-bas. Et on a vraiment vécu une grande solidarité, surtout du côté de la société civile dominicaine. Moi, les premières personnes qui sont arrivées chez moi 2 jours après le tremblement de terre, c'était des Dominicains qui ont traversé la frontière, qui sont venus voir comment on était bien, comment ça allait pour nous, et qui ont visité des familles, des amis, et qui sont allés se mobiliser autour d'une grande plateforme qui s'appelle Plataforma Ayuda para Haïti, qui ont fait quand même un travail extraordinaire que nous devons saluer. Nous avons aussi l'appui de beaucoup de gouvernements et aussi des communautés haïtiennes de la diaspora, ce que nous appelons les communautés transnationales, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine, en France. Donc, beaucoup de médecins, d'infirmières sont venus et dans les premiers moments et continuent de venir pour pouvoir aider. Donc, il y a eu aussi, et ceci n'a pas suffisamment été mentionné, cette grande solidarité
à l'intérieur même d'Haïti. Donc, des zones qui n'ont pas beaucoup de moyens, des familles d'accueil, qui ont accueilli, moi je connais des familles qui ont accueilli plus de 15 personnes chez elles, qui doivent les nourrir, des gens qui ont donné ce qu'ils avaient comme semences pour pouvoir semer maintenant et qui ont nourri les familles qui arrivèrent, qui ont utilisé leurs fonds de commerce, qui ont vendu leur bétail, etc. La grande mobilisation aussi pour pouvoir sortir des gens des décombres. Et ça a été extraordinaire. Les secours sont arrivés 3 jours après, mais la majorité des gens qui sont sortis des décombres ont été par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, je crois que grâce à cette grande solidarité, on a pu surmonter la phase de crise. Ça veut dire les 3 premiers mois. Cela n'a pas été facile, mais on aurait pu avoir des situations plus difficiles en termes d'épidémie, etc. Ce qu'on n'a pas eu, et grâce à cette solidarité et cette grande mobilisation. Donc, au niveau du GAR, nous autres, nous avons aussi travaillé, comme beaucoup d'autres organisations, pour apporter notre goutte d'eau dans cette mer de souffrance. Le GAR, donc mon organisation, nous travaillons à la frontière, et aussi à Port-au-Prince. Donc, derrière mon bureau, il y a un vaste camp qui est formé parce qu'il y avait un terrain vide. Tout ce qu'il y a comme terrain vide maintenant, que ce soit des espaces publics ou bien des places, etc., sont occupés. Donc, nous avons un camp qui héberge autour de 4000 personnes derrière mon bureau. Et aussi à la frontière, dans plusieurs endroits où nous travaillons, il y a aussi des personnes déplacées. Donc, nous avions fait, dans un premier temps, de l'assistance humanitaire. Ensuite, nous faisons des activités psychosociales avec les enfants, avec les femmes. On fait aussi un travail de sensibilisation et de formation sur les droits humains, sur les risques auxquels les gens sont exposés dans ce déplacement, que ce soit les risques de maladie, les risques aussi... par rapport à une mauvaise gestion de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de promiscuité, les risques de violence. Et aussi, on en profite pour expliquer aux gens les phénomènes naturels, comme les tremblements de terre, comme les cyclones, et comment ils peuvent se protéger. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de propagande de la part de certaines religions qui essaient de faire peur aux gens, comme quoi le tremblement de terre est une punition de Dieu contre la population haïtienne qui a trop péché. Donc, il y a tout un travail de formation et de sensibilisation à faire pour que les gens comprennent qu'il s'agit de phénomènes naturels et que les conséquences viennent du fait que nous, les hommes, les femmes, de l'action humaine et aussi du manque de prévention. Donc là, vous avez quelques images d'enfants qui jouent. Ce sont des activités psychosociales que nous faisons avec les enfants qui font un peu de dessin. Ici, ce sont des femmes qui sont dans des séances. On a célébré quelques moments, comme par exemple le 8 mars avec les femmes, etc. Le GAR aussi fait un travail de plaidoyer extrêmement important parce que pour nous, c'est surtout le plaidoyer qui peut nous permettre de changer les choses, de faire pression sur les décideurs pour qu'ils puissent maintenant écouter les problèmes des gens et chercher des solutions appropriées. Maintenant, les grandes décisions qui concernent la population déplacée ne se prennent pas au niveau du gouvernement, mais dans ce qu'on appelle les clusters. Les clusters, ce sont des groupes thématiques qui travaillent sur différents sujets qui réunissent les différentes organisations internationales et les ONG internationales. Il y a très peu d'organisations haïtiennes qui participent et c'est à ce niveau que se prennent les grandes décisions. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons d'aller aussi dans ces réunions, de collecter des informations sur les problèmes que nous voyons et d'essayer d'influencer ces espaces. Donc, on participe aussi dans des conférences comme la conférence de New York, on a participé, et aussi on fait beaucoup d'interventions dans la presse. Comment est la situation à peu près plus de 100 jours, on est déjà à presque 4 mois, après le tremblement de terre. Bon, la situation demeure extrêmement difficile.
Donc, les gens sont encore dans la rue et ils ont très peur de revenir dans les maisons quand cela serait possible parce que les répliques continuent. Le gouvernement a annoncé la réouverture des classes et quelques écoles ont repris timidement, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Regardez un enfant qui écrit, comment elle écrit. On a aussi la vie dans la rue, les marchands à côté des tentes qui essaient aussi de reprendre leurs activités, leurs petits commerces, parce que quand même, elles ne peuvent plus compter sur l'aide internationale. Depuis le 31 mars, on a coupé la distribution de nourriture. Donc, il y a des magasins qui ouvrent leurs portes. Il y a aussi... la vie commence à reprendre petit à petit. Mais il y a de grands défis. Et l'un des grands défis, c'est le défi de logement. On n'a pas encore de propositions concrètes, claires, de la part des dirigeants en ce qui concerne le logement des gens, les services de base. L'économie demeure très fragilisée, mais elle fait déjà l'objet de grandes compétitions entre des capitalistes étrangers qui veulent avoir leur part de marché dans combien de milliards, je ne sais plus, qui ont été annoncés, 5 milliards, 11 milliards. De temps en temps, je me perds dans les chiffres. De toute façon, on sent déjà qu'il y a sur le terrain une véritable compétition entre eux et des capitalistes de différents pays pour essayer d'avoir leur part de marché. Et on a l'impression que c'est surtout, au lieu de s'occuper des vrais problèmes de la population, c'est surtout de ces questions-là qu'on s'occupe. On a été très étonnés de voir que rapidement, le contrat de vente de la Téléco qui traînait déjà depuis plusieurs années a été vite signé récemment, alors qu'on pensait que, bon, avec tous les locaux de la Téléco qui étaient détruits, que c'était un projet qui était mis au record. Ah, mais on a été surpris de voir que le contrat a été rapidement signé, alors qu'on n'a encore aucune proposition en termes pour le logement des gens. Donc, ça vous donne une idée. Une des plus grandes préoccupations, c'est la tendance à exclure la population haïtienne. On a l'impression qu'il y a des gens qui s'assoient dans des salles climatisées, qui prennent des décisions pour le peuple haïtien sans aucune consultation. Et le gouvernement n'a établi aucun mécanisme vraiment de discussion et de consultation de la population haïtienne. Et de plus en plus, on sent qu'il y a une exclusion totale de la population haïtienne dans ce qui concerne sa vie, son futur. Et le peuple haïtien commence à perdre déjà patience. Il y a de temps en temps des petites manifestations qui se font. On m'a dit que hier, il y en a eu. Et je suis sûre que ça va augmenter. Parce qu'il n'y a pas... On entend chaque jour des milliards. Il n'y a pas d'action concrète. Et le gouvernement a tendance à continuer comme par le passé. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, même s'il y a un gouvernement en place, il y a un président, on ne sent pas leur présence et ils n'ont pas encore montré leur capacité, je ne sais pas s'ils l'auront, de proposer une alternative sérieuse, susceptible de mobiliser l'ensemble de la nation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Parce que pour nous, la nation aujourd'hui, quand on parle de la nation haïtienne, il faut voir qu'il y a une partie qui vit à l'intérieur et une autre qui vit à l'extérieur. Et pour moi, le futur d'Haïti repose dans la capacité de mobiliser cette nation et les ressources qu'elle possède pour pouvoir reconstruire le pays. Donc, on a déjà en perspective des risques d'affrontement politique, parce qu'il y a entre-temps plusieurs manœuvres politiques qui sont en train d'être faites par le gouvernement en place. Il n'y a pas un consensus au niveau du pays sur les décisions et les orientations qui sont en train d'être prises. Et le président Préval, qui est fort de l'appui de la communauté internationale,
est en train d'en profiter et pour augmenter sa marge de pouvoir. Par exemple, il veut changer la Constitution. Il vient tout juste de faire amender une loi d'urgence qui existait déjà, mais en s'accordant les pleins pouvoirs pendant 18 mois, sans avoir besoin de rendre compte à quiconque. Et il avait annoncé qu'il partira de toute façon le 7 février, mais maintenant il vient de dire qu'il se peut qu'il reste encore jusqu'en mai. Donc, on a une situation sur le plan social, sur le plan économique difficile et sur le plan politique un peu très sensible aussi. Et à n'importe quel moment, on peut avoir un éclatement. Alors, quelle perspective? Moi, je crois que malgré cette stratégie, cette tragédie, tout n'est pas fini pour Haïti, comme beaucoup de gens le pensent. Je crois que le peuple haïtien est encore vivace et il a encore des ressources sur lesquelles on peut construire si on lui donne la chance de se mobiliser, si on lui donne la chance de s'épanouir. Mais pour cela, on doit faire des ruptures. D'abord, la rupture avec l'exclusion. Et une des conséquences du tremblement de terre, c'est justement l'exclusion qui a toujours caractérisé les relations sociales en Haïti. Je crois qu'il y a une grande rupture à faire à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive à définir des stratégies économiques, politiques, sociales et culturelles inclusives, parce que sinon on ne pourra pas mobiliser vraiment les énergies de la nation. Il y a aussi une rupture à faire sur la question de l'organisation même de l'espace. Il y a une centralisation à outrance. Tous les services, tout est concentré sur Port-au-Prince. Et quand maintenant Port-au-Prince est détruit, on ne pouvait même pas recourir aux provinces pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc, on a dû faire beaucoup appel à l'étranger, particulièrement à la République dominicaine, qui était le pays le plus proche, parce que toutes les infrastructures, tous les services se trouvaient concentrés à Port-au-Prince. Donc, je crois qu'il y a un travail extraordinaire, une rupture à faire à ce niveau, mais cela signifie aussi de prendre en compte la paysannerie, les provinces. Cela signifie de leur donner la possibilité de participer. Cela signifie aussi que les pouvoirs de décision doivent être décentralisés et les ressources aussi. Parce que pour l'instant, toutes les ressources financières, humaines sont concentrées à Port-au-Prince. Il y a des réformes à faire. On ne pourra pas reconstruire Haïti sans une vraie réforme agraire. Et aussi une réforme foncière urbaine. Et cela prend du courage politique. Et on sent que c'est pourquoi on a l'impression qu'on est dans une situation de non-décision. Le gouvernement ne prend aucune décision. Parce que toutes les décisions qu'il faut prendre demandent aussi beaucoup de courage politique. On ne pourra pas continuer avec le système éducatif tel qu'il est maintenant. 80% du système est privé. L'accès à l'éducation est extrêmement difficile pour la grande majorité de la population. Donc, tous les enfants n'ont pas accès à une éducation de qualité. Donc, dépendant dans quelle école vous allez, que vous avez fréquenté dès l'enfance, vous avez des chances de réussir ou pas. Donc, l'école, au lieu d'être un facteur de cohésion sociale, est un facteur de discrimination. Donc, on ne peut pas continuer sur la même lancée. Il en est de même pour le système de santé. Donc, on a un système de santé aussi privatisé. Donc, les gens ne peuvent pas jouir du droit à la santé. Et actuellement, il y a une crise dans le système de santé aussi. Parce qu'avec l'aide internationale, donc le peu qu'il existait est pratiquement détruit parce qu'ils sont ruinés. Donc, c'est un moment aussi de revoir ce système. Je crois qu'il y a des choix politiques à faire aussi. Il faut absolument une réforme de la gouvernance. Les choix économiques ne sont pas clairs. Ils sont toujours
En fait, on sait qu'il y a eu beaucoup de choix de politique néolibérale, mais sans jamais l'assumer, sans jamais les assumer. Nous pensons que pour que Haïti sorte de la situation où elle se trouve maintenant, il faut des politiques, surtout sur le plan économique, orientées vers la satisfaction des besoins de la population, et particulièrement sur le plan de l'alimentation. Et aussi, il faut une valorisation du patrimoine culturel et historique. Et à partir de là, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et il faut que Haïti travaille pour renforcer la capacité du pays à se prendre en charge et diminuer la dépendance. Et à ce niveau, je pense que les communautés transnationales haïtiennes ont un rôle important à jouer. Elles jouaient déjà un rôle assez important. En fait, ce sont les ambassadrices de la cause d'Haïti. Les communautés haïtiennes sont toujours présentes, se mobilisent toujours pour défendre Haïti. Elles ont toujours maintenu de l'intérêt dans l'opinion publique internationale pour Haïti. Elles ont fait la promotion de la culture haïtienne, de l'image d'Haïti. Quand on a des intellectuels, des sportifs, des artistes qui obtiennent des prix, quand même, c'est aussi, les retombées sont aussi pour nous. Et elles ont aussi servi de refuge politique à chaque fois qu'il y a des situations difficiles en Haïti. Elles ont surtout soutenu l'économie du pays. C'est plus d'1,5 milliard de dollars par année. Et j'ai appris, par exemple, que l'année dernière, avec la récession qu'il y a dans le monde, dans toutes les communautés de la région, dans toutes les diasporas de la région, les transferts ont baissé. En Haïti, les transferts ont augmenté. Les transferts des communautés haïtiennes de la diaspora vers Haïti, dans la région, c'est le seul pays où les transferts ont augmenté. Parce qu'on a connu en 2008 toutes les catastrophes avec les 4 cyclones. Donc les gens, même quand ils ne travaillaient pas, ils ont envoyé et ils ont fait des transferts. Et c'est comme ça. Donc il y a, je crois, le FNUAP a des chiffres là-dessus qui montrent que Haïti, c'est le pays où les transferts en 2009 ont augmenté contrairement aux autres pays de la région. Alors, nous pensons que ces communautés-là peuvent jouer actuellement dans une situation où nous avons perdu beaucoup de cadres, où il y a beaucoup de gens qui ont dû partir parce qu'ils sont traumatisés, etc. Ils peuvent jouer un rôle extraordinaire dans la reconstruction du pays parce qu'il y a dans ces communautés un réservoir de ressources humaines qualifiées. Beaucoup de gens qui sont partis ont pu faire des études. Ils ont accumulé un certain capital, donc ils pourront investir. Ils ont aussi la capacité de faire pression sur les groupes politiques et les gouvernements, ce qu'ils ne font pas, à mon avis, suffisamment. Je crois que aussi un des avantages, contrairement peut-être aux autres organisations qui viennent dans le pays, il y a la connaissance du terroir, de la langue, de la culture, et une diversité d'expériences et de formations. Nous avons des gens qui sont partis un peu partout. Il y en a qui, par exemple, tous ces ouvriers qui travaillent dans la construction en République dominicaine. Donc, c'est une expérience acquise qui pourrait être mise au profit du pays. L'expérience dans l'agriculture. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, qui ont accumulé des expériences qui pourront servir dans la reconstruction d'Haïti. Mais il y a aussi des contraintes. Et parmi ces contraintes, nous voyons par exemple un manque d'articulation entre les mouvements sociaux en Haïti et les mouvements à l'étranger. Il y a aussi des tendances claniques au sein des communautés haïtiennes de la diaspora. Et pour moi, il y a un manque de vision par rapport au futur d'Haïti. J'entends souvent par rapport au problème de la double nationalité, mais en termes de vision, pour moi, je ne trouve pas suffisamment de propositions des communautés haïtiennes de la diaspora. Il y a aussi un émiettement des problèmes organisationnels, un émiettement des organisations de la diaspora, et entre elles, il manque de relations.
Par exemple, on peut trouver des organisations ici aux États-Unis, il y en a d'autres en République dominicaine, il y en a d'autres au Canada, mais il manque de relations entre elles. Il y a aussi des limitations sur le plan légal, non reconnaissance de la double nationalité dont nous avions parlé hier. Il y a aussi parfois une perception négative de certaines couches sociales en Haïti par rapport à la diaspora. Mais je crois que ce sont des choses qui peuvent être résolues s'il y a plus de débats, de discussions et de dialogue entre les communautés haïtiennes de l'extérieur et la population à l'intérieur. Il y a aussi des comportements ambigus de certains éléments de la diaspora par rapport à Haïti, comme par exemple le cas de Siméus avec sa fameuse déclaration tout de suite après le tremblement de terre qui a vraiment choqué beaucoup de gens. Donc, en conclusion, je dirais qu'il n'y aura pas de nouvelle Haïti sans le peuple haïtien. Et quand je parle de peuple haïtien, je parle de ceux qui se trouvent à l'extérieur comme à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent refaire Haïti, mais sans nous. Moi, j'ai dit qu'il n'y aura pas de nouvelle Haïti. Ils peuvent gaspiller beaucoup d'argent, mais ils ne feront pas grand-chose. Ensuite, je dis que la nation haïtienne, elle est debout, elle existe. Et si on est soudé, on peut faire quelque chose. Le futur du pays repose dans la synergie entre les forces de l'intérieur et celles de l'extérieur pour relever les nombreux défis qui sont présents devant nous aujourd'hui. Merci.